quand Antoine Rousseau, mécanicien de 32 ans au chômage depuis 6 mois, avec seulement 180 € en poche, entra dans le garage de la Croix et assista désespérément à la recherche d'une chance, il ne pouvait pas imaginer que cette matinée changerait complètement le cours de sa vie. Alors qu'il attendait dans la salle d'attente que le propriétaire Michel Delacroix le reçoive pour un entretien d'embauche, il fut témoin de quelque chose qui lui glaça le sang. 2 mécaniciens sabotaient délibérément le moteur d'une Ferrari rouge flamboyante pour ensuite présenter à la propriétaire une facture frauduleuse de 40 000 € pour des réparations inexistantes. Et quand cette propriétaire entra dans le garage, un tailleur crème qui coûtait probablement plus que son loyer annuel, des yeux verts pleins d'intelligence mais aussi d'évidente impuissance en matière de mécanique. Antoine se retrouva face à la décision la plus importante de sa vie, se taire et peut-être obtenir le travail dont il avait désespérément besoin, ou dire la vérité et tout perdre. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que cette femme s'appelait Sophia Laurent, unique héritière d'un empire immobilier de 300 millions d'euros, et que son geste d'honnêteté allait déclencher une chaîne d'événements qui prouverait que l'intégrité vaut parfois plus que l'or et que l'amour peut naître aux endroits les plus improbables. Quand 2 âmes se reconnaissent mutuellement ce que le monde a oublié d'apprécier. Si vous êtes prêts pour cette histoire extraordinaire où la vérité triomphe et l'amour transcende les classes sociales, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Le bruit de ses pas dans l'atelier fit se tourner toutes les têtes et toutes les têtes. Michel Delacroix s'arrêta au milieu de sa phrase, ses yeux se plissant en fente méfiante. Les 2 mécaniciens qui avaient saboté la Ferrari se figèrent comme pris en flagrant délit, ce qui était exactement ce qui se passait. Antoine s'arrêta à 1 mètre de Sophia, ignorant complètement Delacroix, et la regarda droit dans les yeux. Avec une dignité blessée mais pas brisée, avec la voix ferme qu'il put trouver dans le chaos de ses émotions, il dit qu'il devait lui parler, qu'il y avait quelque chose qu'elle devait savoir sur sa voiture avant de signer le moindre devis. Sophia le regarda, surprise. Ses yeux verts le scannèrent, essayant de comprendre qui il était, pourquoi il interrompait. Michel intervint immédiatement, d'un ton dur, demandant qui diable il était et ce qu'il croyait faire là. Mais Antoine ne s'arrêta pas. Avec des mains légèrement tremblantes, mais une voix qui devenait de plus en plus assurée, il expliqua qu'il était mécanicien, qu'il avait vu à travers la vitre ce qu'il faisait à la Ferrari et qu'on était en train de la tromper pour 40 000 € de réparation dont sa voiture n'avait pas besoin. Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Michel Delacroix devint rouge écrevisse, les veines de son cou pulsant visiblement. Les 2 mécaniciens se regardèrent avec une panique mal dissimulée. Mais Sophia resta calme, le visage impossible à lire, fixant Antoine avec une intensité croissante. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle demanda à Antoine de lui montrer exactement ce qu'il voulait dire. Michel protesta véhémentement, mais elle le fit taire d'un geste de la main, qui n'admettait aucune réplique. Antoine s'approcha de la Ferrari, le cœur battant si fort qu'il semblait sur le point de jaillir de sa poitrine. Avec des mains qui connaissaient les moteurs mieux que ses propres poches, il commença à montrer à Sophia les dégâts volontairement infligés. Le capteur débranché, la bride desserrée, le système d'injection manipulé. Il expliqua en termes simples ce que chaque sabotage causerait, ce que la réparation coûterait selon le devis, et ce qu'il en coûterait réellement pour remettre le moteur dans son état original. 14 minutes. Antoine parla 14 minutes sans interruption pendant que Sophia écoutait en silence, posait des questions précises, prenait des photos avec son téléphone. Michel essaya plusieurs fois d'intervenir mais fut systématiquement ignoré. Quand Antoine eut terminé, il se redressa et regarda Sophia dans les yeux, attendant le verdict. Ce qui se passa ensuite fut rapide et chirurgical. Sophia appela son avocat personnel, mit le téléphone sur haut-parleur et raconta tout d'une voix glaciale. Elle informa Michel qu'elle porterait plainte pour tentative d'escroquerie et que son équipe juridique se chargerait de fermer définitivement ce garage.
Michel essaya de se défendre, d'accuser Antoine d'être un concurrent jaloux. Mais les preuves photographiques et le témoignage direct étaient accablants. Sophia quitta la Ferrari sans un regard en arrière, mais avant de partir, elle se tourna vers Antoine et lui demanda de la suivre. Il obéit sans réfléchir. Dehors, devant le garage, sous la lumière grise du matin parisien, Sophia Laurent regarda Antoine Rousseau avec une expression qui mêlait gratitude et curiosité. Elle lui demanda pourquoi il avait fait ça. Pourquoi il avait risqué le travail dont il avait manifestement besoin pour aider une parfaite inconnue. Antoine répondit avec une honnêteté désarmante. Il dit que certains principes valaient plus que le désespoir, que son père lui avait appris qu'on juge un homme à sa façon d'agir quand personne ne regarde, et qu'il n'aurait pas pu se regarder dans le miroir s'il avait laissé quelqu'un se faire escroquer. Sophia écouta en silence, puis fit quelque chose qui changea tout. Elle lui offrit un travail, pas comme mécanicien ordinaire, mais comme son conseiller personnel pour l'entretien de sa collection de voitures anciennes qu'elle gardait dans la villa familiale à Chantilly. Le salaire qu'elle proposait était 3 fois ce qu'il gagnait dans son ancien atelier. Antoine resta sans voix, convaincu d'avoir mal entendu. Mais Sophia était sérieuse, mortellement sérieuse. Elle expliqua qu'elle cherchait depuis des mois quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne la traiterait pas comme une héritière ignorante qu'on peut plumer, quelqu'un avec l'intégrité qu'il venait de prouver. Elle sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Antoine avec un sourire qui illumina la grisaille du matin. Ce soir-là, Antoine retourna dans son studio et pleura pour la première fois depuis 6 mois. Mais ce n'étaient moins pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de soulagement, d'incrédulité, de gratitude envers un destin qui avait décidé de lui donner une seconde chance exactement au moment où il était sur le point d'abandonner. La villa des Laurent à Chantilly était à couper le souffle, un ancien domaine entouré de 10 hectares de jardins impeccables avec vue sur la forêt. Antoine arriva avec sa vieille Clio et se sentit déplacé. Le majordome Alexandre l'accueillit et le conduisit aux dépendances, un cottage qui était à lui seul plus grand que son ancien studio. Les garages abritaient 23 voitures de collection. Alfa Romeo, Ferrari, une Lamborghini Miura, une Lancia Stratos. Antoine circulait entre ces voitures avec révérence. Sophia apparut pendant qu'il inspectait une Ferrari 250 GTO de 1962. Elle portait un jean et une chemise blanche, les cheveux détachés. Elle lui raconta que la collection avait été la passion de son père, le seul souvenir tangible qui lui restait de lui. Dans les jours qui suivirent, Antoine se plongea dans le travail. Mais ce qu'il n'attendait pas, c'était de voir Sophia presque tous les soirs. Elle venait au garage après le dîner, s'asseyait près de lui pendant qu'il travaillait, posait des questions. Sophia était seule. Elle avait perdu son père qui la comprenait, et sa mère Béatrice était froide et obsédée par les apparences. Avec Antoine, elle parlait de vraies choses, de douleur, de pression, d'attente. Un soir de novembre, alors qu'ils changeaient les bougies d'une Alfa Romeo, leurs mains se touchèrent, tous deux s'arrêtèrent. Le temps ralentit, mais Sophia se retira rapidement. Antoine resta là, comprenant qu'il avait franchi une frontière dangereuse. Il tombait amoureux de la femme qui le payait. L'hiver arriva avec du brouillard et de petits gestes significatifs. Sophia lui apportait du chocolat chaud. Antoine restaura complètement la Ferrari 250 GTO pour la voir sourire. Mais le monde réel leur rappelait la distance qui les séparait. Béatrice avait remarqué combien de temps Sophia passait au garage. Un soir, elle la convoqua et lui dit qu'elle se rendait ridicule en fréquentant un mécanicien. Elle mentionna David Schneider, fils d'un magnat, qui souhaitait la courtiser. Ce soir-là, Sophia ne vint pas au garage. Les jours suivants, elle fut distante, maintenant une barrière professionnelle douloureuse. Puis vint le soir du dîner de charité. Antoine observa depuis la fenêtre de son cottage Sophia dans une robe émeraude, éblouissante et inaccessible. À côté d'elle se trouvait David Schneider avec son sourire de prédateur. Antoine ne dormit pas cette nuit-là. Il était tombé amoureux de Sophia, mais c'était un amour impossible. Le lendemain matin, il décida de démissionner,
Mais quand il la chercha, il la trouva dans les garages, assise dans la Ferrari restaurée, pleurant. Elle leva les yeux, rouge, et dit qu'elle ne pouvait pas épouser David, qu'elle ne pouvait plus se mentir sur ses sentiments. Antoine l'entoura de ses bras pendant qu'elle pleurait. Et quand Sophia leva son visage vers lui, les yeux humides mais aussi sauvages et libres, Antoine fit la seule chose qui avait du sens. Il l'embrassa. Là, entouré des voitures que son père avait aimées, il trouvait en quelque chose qu'aucune différence de classe ne pouvait effacer. S'ensuivit une période de secrets et de moments volés, mais les secrets ne durent pas longtemps. Ce fut Alexandre qui les trouva enlacés dans le garage principal. Au lieu de les trahir, il devint leur complice, rappelant qu'Antonio Laurent était tombé amoureux de Béatrice contre la volonté de sa famille. La bombe explosa quand Béatrice entra sans prévenir dans les garages et les trouva ensemble en train de s'embrasser. Elle cria qu'Antoine était un chasseur de fortune, exigea qu'il quitte immédiatement la propriété. Antoine prit la décision la plus difficile. Il partirait pour protéger Sophia. Sophia le supplia de rester, mais il lui dit qu'il vivait peut-être dans des mondes trop différents. Cette nuit-là, il fit ses bagages et quitta la villa. 2 mois de séparation douloureuse passèrent. Ce fut Alexandre qui mit fin à leur exil. Il rendit visite à Antoine avec une lettre scellée qu'Antonio Laurent avait laissée pour Sophia. La lettre racontait qu'il avait épousé Béatrice par amour, mais que l'argent et le statut l'avaient changé. Il écrivait que le seul héritage qui comptait vraiment était la capacité à reconnaître le vrai amour et le courage de se battre pour lui. Sophia lut la lettre en pleurant et prit la décision qu'elle aurait dû prendre des mois plus tôt. Un samedi matin de mars, Antoine travaillait sur une vieille Ponto quand le propriétaire l'appela, disant qu'il y avait une cliente spéciale. Antoine sortit et se figea. Sophia était là, près de la Ferrari 250 GTO qui brillait au soleil. Elle portait un jean et une chemise blanche, les cheveux relevés, aucun bijou. Elle paraissait plus belle que dans son souvenir. Elle expliqua que la voiture avait un problème et avait besoin de son mécanicien de confiance. Antoine ouvrit le capot, mais il n'y avait rien d'anormal. Le moteur était parfait. Quand il se retourna, confus, Sophia lui tendit une enveloppe avec 2 documents. Le premier était l'acte de propriété de la Ferrari 250 GTO, établi au nom d'Antoine Rousseau. Elle lui offrait la voiture avec une condition. Il devait l'entretenir et occasionnellement faire un tour avec la propriétaire originale. Le second document était un contrat d'association. Sophia avait acheté un ancien hangar près de Paris pour ouvrir l'atelier Restoration Classics Laurent Rousseau, spécialisé dans la restauration de voitures anciennes. Elle voulait qu'Antoine soit son associé à 50%. Antoine demanda pourquoi elle faisait ça. Sophia rit et dit que c'était du pur égoïsme. Elle avait essayé pendant 3 mois d'être la fille que sa mère voulait, mais chaque matin elle pensait à Antoine. Puis elle ajouta qu'elle avait quitté la villa 3 semaines plus tôt, vivait dans un appartement qu'elle payait avec son propre argent. Sa mère l'avait pratiquement déshéritée, mais elle avait découvert que la liberté valait plus que n'importe quel héritage. Antoine laissa tomber les documents et la prit dans ses bras. Il l'embrassa là, entouré de vieilles voitures, et ce fut le baiser de la seconde chance, de l'amour qui avait surmonté tous les obstacles. 6 mois plus tard, l'atelier Restoration Classics Laurent Rousseau ouvrait ses portes avec une cérémonie qui attira des collectionneurs de toute l'Europe. Le hangar était devenu un temple de la mécanique classique. Alexandre vint à la cérémonie et apporta l'album photo d'Antonio avec une dédicace. Les plus belles choses de la vie ne s'achètent pas avec de l'argent, on les construit avec ses propres mains et son propre cœur. 1 an après l'ouverture de l'atelier, Antoine et Sophia se marièrent dans une petite église de campagne, près de Chantilly. Béatrice ne vint pas, mais Sophia ne laissa pas cela gâcher le plus beau jour de sa vie. Elle marcha seule vers l'autel, fière vers l'homme qu'elle avait choisi pour ce qu'il était. Leur voyage de noces fut un road trip de 3 semaines à travers la France dans la Ferrari 250 GTO. Sophia découvrit une liberté jamais connue, et Antoine découvrit que partager la vie avec une femme extraordinaire était la vraie définition de la richesse.
5 ans plus tard, l'atelier était devenu une référence internationale pour la restauration de voitures anciennes. Ils avaient 8 employés, des projets du monde entier et une réputation construite sur l'honnêteté qu'Antoine avait prouvée ce jour-là dans le garage de la Croix. Il y avait aussi Julie, leur fille de 3 ans, aux cheveux châtains de sa mère et aux yeux sombres de son père, qui passait ses après-midi à l'atelier et apprenait les noms des voitures avant de savoir lire l'alphabet. Béatrice vint leur rendre visite un dimanche après-midi de novembre. Elle arriva dans sa Mercedes à l'atelier et y entra avec hésitation. Mais quand elle vit Sophia rire, pendant qu'Antoine lui apprenait à nettoyer un carburateur, quand elle vit la petite Julie courir vers elle en criant « Grand-maman », quand elle sentit la chaleur de cet endroit, quelque chose fondit en elle. Elle resta déjeuner, tint Julie dans ses bras pendant des heures. Avant de partir, elle dit à Antoine qu'elle s'était peut-être trompée sur lui. C'était le maximum que son orgueil pouvait admettre, mais c'était suffisant. Ce soir-là, après que tous soient partis, Antoine et Sophia s'assirent sur la Ferrari 250 GTO garée au milieu de l'atelier. Julie dormait dans le bureau, couverte par la veste d'Antoine. Sophia appuya sa tête contre l'épaule d'Antoine et dit qu'elle avait commencé avec une Ferrari à réparer et avait fini avec un cœur réparé. Antoine l'embrassa doucement et répondit que certaines réparations valent plus que tout l'or du monde. Et pendant que les voitures anciennes brillaient autour d'eux comme des témoins silencieux, ils surent tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose que peu de gens trouvent. Un amour construit sur la vérité, une honnêteté qui surmonte les différences et la certitude que parfois les chemins tortueux mènent exactement là où on doit être. L'histoire d'Antoine et Sophia nous prouve que l'honnêteté reste la plus belle des richesses. Quand Antoine Rousseau, mécanicien au chômage avec 180 € en poche, choisit de révéler une escroquerie plutôt que d'obtenir un emploi, il ne savait pas qu'il changeait le cours de 2 vies. Son geste d'intégrité lui fit perdre un travail, mais gagner bien plus. La confiance d'une femme exceptionnelle, un amour authentique qui transcenda les différences de classe, et la possibilité de construire ensemble un empire basé sur la vérité. Sophia découvrit qu'un homme aux mains sales mais au cœur pur valait mieux que tous les héritiers aux gants blancs. Antoine apprit que parfois, perdre tout pour sauver ses principes nous mène vers ce qu'on n'osait même pas rêver. Leur histoire nous rappelle que dans un monde obsédé par l'apparence et l'argent, il existe encore des âmes qui choisissent entre la vérité, quoi qu'il en coûte. Et c'est cette vérité qui devient le fondement des plus beaux amours. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a rappelé que l'intégrité est le plus bel héritage qu'on puisse laisser. Et dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà eu à choisir entre votre intérêt et vos principes?